nous fait plaisir d'être avec vous ce matin, justement pour vous présenter de quoi il est question plus précisément. Et à la STAS aussi, on offre des services aux organismes à but non lucratif. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, là, on couvre tout le Québec. On intervient pour tout ce qui concerne la santé et la sécurité du travail, donc que ce soit au niveau physique ou psychologique. Il y a des frais pour nos formations, mais il n'y a pas de frais pour le conseil et assistance. Donc, si par exemple vous dites, ben nous, on aurait besoin d'être accompagnés pour des risques liés à l'ergonomie, ben, à ce moment-là, il peut y avoir un conseiller de la STAS dont le champ de spécialisation est plus lié à l'ergonomie. Cette personne-là pourra intervenir pour faire une analyse de besoin avec vous et voir comment elle peut vous accompagner. Donc, on fonctionne comme ça pour tous les types de risques. Tout ce dont on a besoin, c'est que vous nous fassiez parvenir une demande paritaire, donc une demande par courriel, ou est-ce que vous mettez en copie conforme un travailleur ou un représentant des travailleurs si vous êtes une organisation qui est syndiquée. Alors, je n'irai pas plus loin dans le volet des technicalités, mais je pense que c'est important de vous le dire parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, vous ne connaissez pas tous la STAS. Donc, c'est une belle occasion aussi pour vous ce matin de voir justement de quelle façon on peut bien vous accompagner. Et on sait aussi que la venue de cette nouvelle loi-là, pour ceux qui avaient peu de choses en santé et sécurité du travail, mais ça peut paraître énorme comme travaux à faire. Donc, on souhaite aussi par cette présentation-là ce matin, là, déjà que ça vous allège un peu l'esprit là, sur ces nouvelles obligations-là. Et comme l'a mentionné M. Baudouin, à la fin, il y aura une période de questions. Si ce dont on a abordé au cours de présentation là, n'aura pas pu répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, avant d'entrer dans la matière, je vais céder la parole à Marilyn pour qu'elle puisse se présenter à son tour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marilyn Gilbert, je suis conseillère à la STAS aussi. Pour ma part, ça fait à peu près 1 an que j'y suis. J'interviens principalement dans l'équipe des services de garde, mais j'accompagne aussi d'autres milieux dans tout ce qui est organisation de la prévention, principalement le mandat de le régime modernisant la loi modernisant le régime de la santé et sécurité au travail. Donc, un dossier bien prenant au courant des derniers mois. Ensuite, dans le fond, moi, j'ai étudié, pour me présenter sommairement, là, j'ai des études supérieures en santé et sécurité au travail. J'ai travaillé pour plusieurs années pour une mutuelle de prévention. Donc, mon expertise est très terrain. J'ai accompagné plusieurs employeurs dans divers milieux de travail, dans des secteurs d'activité très différents, dans la mise en place justement là, des mesures de prévention, dans l'identification des risques, tout ça. Donc, ça fait partie de mon créneau. J'ai bien hâte de présenter cette présentation-là avec Josiane. Je vais te laisser débuter, puis je vais enchaîner par la suite. Excellent, mais merci Marilyn. Alors, sans plus tarder, je vais partager l'écran. Et aussi, à titre d'information, beaucoup nous demandent ASTAS, A-S-S-T-S-A-S. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ben, c'est Association Santé Sécurité du Travail, secteur affaires sociales. Parce qu'à la STAS, en fait, on est une association sectorielle paritaire on couvre tout le Québec, mais c'est pour le secteur de la santé et des affaires sociaux. Donc, c'est la raison pour laquelle là, les organismes communautaires font partie de notre clientèle. Donc, je vais à l'instant partager mon écran. Pour cette diapo, je ne sais pas si vous souhaitez la présenter, M. Baudouin, oui. Oui, oui. Ben, merci beaucoup. Oui, tantôt, la STAS parlait de son acronyme. Le nôtre aussi est quelque chose. Donc, CSMO-ESAC, c'est le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire. Juste rapidement, on est une organisation, un OBNL, qui existe depuis 25 ans cette année. Et puis, on a pour mission de soutenir les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale
OBNL et Coop pour tout ce qui est développement de la main-d'œuvre et en particulier tout ce qui est formation. D'où le webinaire là, d'aujourd'hui. On est donc une référence pour tout ce qui est main-d'œuvre en économie sociale et en action communautaire. On travaille aussi sur tout ce qui est relève et pénurie et surtout, on travaille sur tout ce qui est développement de formation pour l'économie sociale et l'action communautaire. Donner 2 exemples très précis. On est sûr que depuis quelques années, on travaille avec l'aide à domicile sur un programme de formation des préposés d'aide à domicile. On est rendu à plus de 2000 personnes certifiées, certification gouvernementale. Et en ce moment, on travaille avec la petite enfance sur un vaste programme de formation, mais aussi de reconnaissance des acquis des compétences pour des milliers d'éducatrices et éducateurs à la petite enfance. Donc, j'en dis pas plus pour le comité sectoriel, mais je vous incite fortement à aller voir notre site web qu'on va indiquer dans le chat. Et je cède de nouveau la parole à Josiane et Marilyn. Merci. Merci. Donc, ce que nous verrons ce matin, le plan de la rencontre, tout d'abord une mise en contexte de cette nouvelle loi, les nouvelles dispositions légales, comment fonctionne la loi modernisant le régime santé-sécurité du travail, qu'est-ce que c'est le régime intérimaire. Ensuite, on conclut avec le règlement sur les mécanismes de prévention et de participation, puis une période de questions. Donc, une mise en contexte. Alors, comment elle est arrivée, cette nouvelle loi-là? D'abord, le 30 septembre 2021, on a eu l'adoption du projet de loi numéro 59. La loi sur la santé et sécurité du travail datait de 1979. Ça faisait plusieurs années déjà qu'on se disait qu'il faudrait qu'elle soit modifiée. Cette loi, elle ne correspond plus à la réalité. Donc, le 30 septembre, il y a eu l'adoption du projet de loi pour modifier la LSST et la LATMP. La LATMP, c'est la loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Donc là, on couvre plus tout le volet indemnisation et réparation, alors que la LSST, la loi sur la santé et sécurité du travail, couvre le volet de la prévention. À compter donc du 6 octobre, de nouvelles obligations sont entrées en vigueur parce qu'il y a eu la sanction de la loi. Le 6 avril, ça a été l'entrée en vigueur du régime intérimaire. Donc là, il y a peut-être des gens qui se disent « Mon Dieu, je suis en retard. Déjà, depuis le 6 avril, j'avais des choses à faire. » On vous rassure de ce côté-là, la CNESST a un rôle de soutien et d'accompagnement pendant le régime intérimaire, c'est-à-dire du 6 avril 2022 jusqu'au 6 octobre 2025 au plus tard. Pourquoi le 6 octobre 2025? C'est qu'à la suite du régime intérimaire, il y aura un règlement sur les mécanismes de prévention et de participation. Et c'est ce règlement-là qui va venir remplacer le régime intérimaire. Donc, en d'autres termes, le régime intérimaire est là pour se préparer à ce règlement-là. Donc, compte tenu que c'est pour se préparer, la CNESST n'aura pas comme mandat pendant le régime intérimaire d'avoir un rôle coercitif. C'est beaucoup plus nous laisser la possibilité justement d'assimiler ces nouvelles obligations-là, de se préparer et déjà de mettre en place ce qui est nécessaire pour le règlement qui va entrer en vigueur. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre son temps, qu'on a jusqu'en 2025. Non, parce qu'en 2025, là, la CNESST va vérifier si vous êtes conforme au règlement. Donc, c'est important quand même là, de déjà prendre les mesures qu'il faut pour être prêt en 2025. Alors, les nouvelles dispositions légales depuis le 6 octobre, quelles sont-elles? Principalement, on a le télétravail, les risques psychosociaux, puis la violence. Maintenant, le télétravail, les risques psychosociaux puis la violence, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'avant le 6 octobre 2021, c'était quand même des éléments qui étaient obligatoires au centre de la loi. Ce que le législateur est venu faire avec la loi modernisant le régime santé et sécurité du travail, il est tout simplement venu mettre ces éléments dans la loi beaucoup plus
présent, écrit noir sur blanc. Donc, on peut maintenant lire à l'article 5.1 et 179.1 de la Loi sur la santé et sécurité du travail des éléments associés au télétravail, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la loi modernisant le régime santé et sécurité. On sait maintenant que le travail, et d'autant plus avec la pandémie, est devenu des pratiques courantes des organisations. Donc, ici, on veut venir dire, bien, écoutez, quelqu'un qui est en télétravail est aussi assujetti à la loi sur la santé et sécurité du travail. Les risques psychosociaux, c'est la même chose. En fait, de quoi on doit tenir compte par rapport aux risques psychosociaux? C'est de venir dire, en fait, qu'on ne doit pas se préoccuper seulement des risques physiques, qu'on doit se préoccuper du bien-être au travail, qu'on doit se préoccuper de tout ce qui concerne la CNESST, on le sait déjà, là, va certainement vérifier si vous avez une politique en prévention du harcèlement psychologique et sexuel au travail. C'est un aspect qui est très important pour la CNESST et au même titre que d'autres obligations, là, par exemple, cadenassage, tolérance zéro, éventuellement, il va aussi y avoir tolérance zéro là, pour les organisations qui n'auront pas de politique en prévention du harcèlement psychologique. C'est un aspect très important. Il y a d'autres aspects à considérer pour les risques psychosociaux. Nous, à la STAS, on utilise ceux de l'INSPQ. Par exemple, ceux associés aux facteurs de risque de reconnaissance au travail, information et communication, charge de travail, autonomie décisionnelle. Bref, je ne vais pas vous faire un exposé sur les risques psychosociaux. Ce que vous devez retenir de ça, c'est que dans l'identification des risques que vous devrez faire, vous devrez tenir compte des risques psychosociaux. Puis comment on tient compte des risques psychosociaux? Déjà, si dans votre tableau, là, vous avez mis politique de prévention du harcèlement psychologique, puis que cette politique-là, vous l'avez fait connaître au personnel, que vous intervenez s'il y a des conflits au travail, s'il y a des plaintes de harcèlement, c'est déjà un élément là, qui démontre que vous tenez compte des risques psychosociaux. Et la violence au travail, c'est la même chose, c'est une priorité de la CNESST. Donc, qu'est-ce que vous avez pour prévenir la violence au travail? Est-ce qu'il y a de la formation qui se donne? Est-ce qu'on a fait aussi une identification des risques par rapport à l'environnement des lieux de travail, le type de clientèle qu'on reçoit? Est-ce qu'on a des clients qui peuvent, à l'occasion, avoir des comportements agressifs, qu'ils soient verbaux ou bien physiques? Mais il y a un ajout important qui est une nouveauté, puis je vais vous le montrer tantôt, là, c'est tout ce qui concerne la violence, la prévention de la violence conjugale en milieu de travail. Donc maintenant, les organisations doivent tenir compte de ce type de risque-là et de quelle façon ça se fait. En fait, encore une fois, vous devriez avoir une politique en prévention de la violence conjugale en milieu de travail. Puis l'employeur a un rôle de soutien par rapport aux victimes de violences conjugales. Il doit voir comment il peut, dans le cadre du travail, voir s'il y a dans le milieu de travail, dans l'environnement de travail, il y a possibilité, par exemple, de mettre des caméras sur les lieux du travail. Est-ce que le personnel est formé aussi pour savoir comment j'interviens, moi, si j'ai une collègue où je soupçonne qu'elle peut être victime de violences conjugales, comment j'aborde la question avec elle. Donc, la formation au personnel aussi pour ces situations-là qui sont délicates sont à prévoir. Nous, à la STAS, on va aussi avoir justement pour nous, le personnel de la STAS, une formation en prévention de la violence. Donc, à la suite de ça, on sera davantage outillés aussi là, pour vous orienter sur la formation. Ceci dit, on a sur notre site Internet à la STAS une webconférence en prévention de la violence conjugale qui est justement animée par Marilyn et moi. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la prévention de la violence conjugale en milieu de travail, je vous invite à aller sur notre site Internet
à la section formation, où vous allez dans Google tout simplement, webconférence, ASTAS, violence conjugale, et puis vous allez arriver sur notre webconférence à Marilyn et moi, puis on présente dans cette webconférence-là, en fait, toutes les nouvelles obligations qui sont associées à cet aspect. Donc, plus précisément pour chacun de ces 3 éléments, télétravail, ce qu'on vient de dire, c'est que la LSST s'applique maintenant au contexte du télétravail. Alors, c'est pour ça qu'on doit s'assurer que le travailleur à la maison est quand même dans un environnement qui lui permet de faire son travail sans se blesser. Là, ça soulève beaucoup de questions, notamment par rapport à tout l'aspect de la vie privée, parce qu'effectivement, ce qu'on dit justement, c'est que l'inspecteur ne peut pas arriver au domicile d'un travailleur sans s'être annoncé. Le travailleur doit être informé de ça. L'employeur aussi, s'il y a une visite à faire à domicile, il doit en informer le travailleur, mais une façon de savoir, par exemple, si l'employé œuvre dans un environnement sécuritaire, mais il y a toujours la possibilité d'envoyer des photos. Donc, là aussi, il y a de la formation à donner aux travailleurs. Là, justement, on a aussi sur le site Internet de l'ASTAS une présentation sur l'ergonomie de bureau, comment être disposé à la maison pour travailler de façon à éviter de se blesser là, au niveau ergonomique. Les risques psychosociaux, donc, comme je vous le mentionnais tantôt, ce qui a été ajouté dans la LSST, c'est principalement aux articles 2, 49 et 51 de la loi. Ce qu'on est venu tout simplement ajouter, c'est au niveau de l'objet de la loi, c'est le mot psychique. Donc, avant, on avait la présente loi pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique. On est venu ajouter le mot psychique. Même chose pour les obligations du travailleur. Le travailleur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et psychique. Et l'article 51 qui concerne les obligations de l'employeur, mais l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité, l'intégrité physique et psychique des travailleurs. Donc, c'était déjà là avant, c'était sous-entendu parce qu'on disait que l'employeur ou le travailleur avait l'obligation d'assurer sa santé et sa sécurité. Donc, ça sous-entendait le volet psychique. Pourquoi on est venu le mettre comme ça de façon beaucoup plus claire? Mais c'est certainement parce qu'on veut s'assurer que l'employeur mette en place des éléments de prévention associés aux risques psychiques parce que ça coûte de plus en plus cher aux employeurs. Toutes les absences qui sont liées aux problèmes de santé psychologique, aux problèmes de santé mentale, aux conflits aussi qui ont lieu sur les lieux de travail, au harcèlement psychologique. Donc, on veut s'assurer que l'employeur mette réellement en place différents mécanismes pour prévenir les blessures, les lésions de nature psychique. Et la prévention de la violence en milieu de travail, donc l'ajout qui a été fait, c'est celle-ci. Sur les lieux de travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la travailleuse ou du travailleur exposé à une situation de violence physique ou psychologique, dont une situation de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Alors, c'est bien certain que ça peut amener des situations qui sont délicates. Il faut savoir que l'employeur, dans ces situations-là, doit agir avec confidentialité et toujours avec l'accord de la travailleuse. L'employeur ne peut agir à l'insu de la travailleuse qui peut être victime de violences conjugales. Il doit avoir son accord avant, par exemple, d'en informer la personne qui est à la réception. Par exemple, pour dire, bon, mais si telle personne se présente sur les lieux du travail, ne pas laisser entrer le conjoint de tel employé, il faut informer la travailleuse des dispositions qui sont mises en place, il faut avoir son accord. Ça ne peut pas se faire là, sans son accord. Donc, il y a des choses à savoir en lien avec ça. Alors, on vous invite là, à prendre connaissance de la webconférence. Puis, si vous souhaitez qu'on vous fasse cette même conférence-là, ça nous fera plaisir là, de vous la présenter dans le cadre d'une autre activité là, comme vous avez ce matin.
Donc, fonctionnement de la loi modernisant le régime santé-sécurité du travail, en quoi ça consiste plus principalement? Alors, la LMR-SST, pendant le régime intérimaire, ça couvre deux volets. Les mécanismes de prévention puis les mécanismes de participation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que ce qu'on a voulu avec le nouveau régime, c'est de s'assurer qu'on ait des éléments qui soient pris en charge par l'employeur pour prévenir les accidents. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les mécanismes de prévention. Quels sont les mécanismes de prévention? Il y en a deux. Il y a le programme de prévention ou le plan d'action. Quelle est la différence entre les deux? Bien, le programme de prévention, lui, doit être établi, doit être réalisé par les organisations qui comptent 20 travailleurs et plus. Et ça inclut les bénévoles. On a eu beaucoup de questions concernant les bénévoles. Les bénévoles doivent être inclus dans le calcul des travailleurs. Le plan d'action, c'est pour ceux qui comptent moins de 20 travailleurs. Maintenant, quelle est la différence entre un programme de prévention et un plan d'action? Vous allez voir, là, à la fin, on a mis des diapos qu'on va vous laisser consulter parce qu'il y a beaucoup de contenu. Mais un programme de prévention, c'est plus exhaustif qu'un plan d'action. Puis dans le cadre du régime intérimaire, ce qui est attendu, en attendant que le programme de prévention soit obligatoire, parce que le programme de prévention, lui, c'est pour 2025, c'est pour le règlement. En attendant, dans le régime intérimaire, c'est l'identification puis l'analyse de risque qui doit être faite pour les 20 travailleurs et plus. Pour ceux qui ont moins de 20 travailleurs, c'est seulement l'identification des risques. Donc, il n'y a pas d'analyse obligatoire. Je dis bien obligatoire pour ceux qui ont moins de 20 travailleurs. Ceci dit, quand on fait une identification des risques, si l'objectif, c'est de réduire nos blessures, aussi bien en faire l'analyse. Donc, c'est pour ça que je dis pas obligatoire, mais si on parle d'un point de vue vraiment santé et sécurité du travail, c'est certain que nous, on va vous encourager à ne pas vous arrêter à faire l'identification, mais aussi à aller du côté de l'analyse des risques, justement pour mettre en place les bons moyens de prévention. Du côté des mécanismes de participation, en fait, ce qu'on a voulu là, c'est de s'assurer que l'employeur n'est pas tout seul à faire la prévention. On met en place des mécanismes de participation où là, il y aura des travailleurs qui vont collaborer à ces mécanismes-là. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Un comité de santé et sécurité pour ceux qui ont 20 travailleurs et plus. Un représentant santé et sécurité pour ceux qui ont 20 travailleurs et plus, et un agent de liaison pour ceux qui ont moins de 20 travailleurs. Donc, encore une fois, ça se scinde selon le nombre de travailleurs. Alors, division des organisations. Comment les établissements sont-ils divisés? Donc, ils sont divisés soit moins de 20 ou 20 travailleurs et plus. Qui dois-je inclure dans mon calcul? Donc, on inclut dans le calcul des travailleurs tous ceux qui sont à temps complet, à temps partiel, occasionnel, saisonnier, sur la route. Il faut inclure aussi tous les travailleurs qui sont loués ou prêtés, que ce soit des bénévoles, que ce soit des travailleurs qui proviennent d'agences ou ceux qui sont assignés temporairement à l'édifice. On inclut aussi les étudiants et les stagiaires. Ceux qui sont exclus des travailleurs, c'est tous ceux qui relèvent de l'employeur, les représentants de l'employeur. Donc, quand il y a un rôle de subordination, par exemple, que ce soit le gestionnaire, le gérant, le surintendant, le superviseur, le chef d'équipe, donc celui qui a un poste cadre, celui qui donne des directives, qui a un niveau d'autorité sur les autres travailleurs, sont exclus du calcul des travailleurs. Alors, vous aviez des questions sur les bénévoles. Les bénévoles doivent-ils être considérés dans le calcul du nombre de travailleurs pour le régime intérimaire? La réponse est oui. Est-ce que les tâches des bénévoles qui ne s'effectuent pas sur les lieux de travail de l'organisme sont considérées dans l'identification des risques? La réponse, c'est oui, parce qu'en fait, ce n'est pas tant la tâche ici
pour laquelle il faut se poser la question, mais plutôt le contrat de travail. À partir du moment où c'est un bénévole, il est considéré un travailleur. Donc, toutes les tâches du travailleur sont réputées faire partie d'identification des risques ou est-ce que l'employeur a des obligations. Donc, en d'autres termes, toutes les tâches doivent être considérées dans l'analyse des risques quand il s'agit de tâches associées à des travailleurs. Comment calculer le nombre de travailleurs lorsque des bénévoles interviennent quelques heures et de façon sporadique? Quel serait le barème pour considérer qu'une personne bénévole est incluse? En fait, ici, il s'agit plutôt de voir si, par exemple, il peut arriver, je vais vous donner un exemple, il peut arriver qu'avant la période de Noël, vous ayez davantage de bénévoles pour préparer des paniers cadeaux, par exemple. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est combien d'heures ont été faites dans cette semaine-là avec l'ensemble du nombre de bénévoles. Puis si ça correspond à, si par exemple, trois bénévoles ont fait des heures qu'on cumule qui correspondent à 35 heures, mais on va considérer que c'est un travailleur. Donc, la CNESST ne va pas, va pas découper au couteau là, le nombre d'heures. On va plutôt regarder l'ensemble des heures qui sont faites sur une période donnée par le nombre de travailleurs pour voir est-ce que ça correspond au nombre à combien d'heures de travail ça correspond pour un travailleur qui est là de façon plus à long terme. Donc, on pourra y revenir à la fin là, si ce n'est pas clair, cette partie-là. Mais ceci dit, c'est une zone grise, là, assurément. Là, sur le site de la CNESST, ils ne vont pas dans ce détail-là pour le calcul du nombre d'heures. Donc là, nous, on y va plus d'une façon logique là, dans ce calcul-là du nombre d'heures. Ce qu'on sait, c'est que quand ils disent moins de 20 ou plus de 20, bien, à ce moment-là, ça va être de regarder combien de temps ces bénévoles-là font le travail, sur quelle période, puis par la suite, combien d'heures ont été faites. Puis si ça s'apparente à un nombre d'heures qui équivaut à une semaine de travail pour 4 bénévoles, bien, on va considérer que c'est un travailleur. La définition d'établissement au sens... Excusez-moi, Josiane, Oui. je me permets une petite question parce que il y a plusieurs questions dans le chat par rapport aux membres de CA. Est-ce que les membres de CA sont considérés comme des bénévoles? Donc, comme la question revenait souvent, je pense que je me suis permis d'intervenir tout de suite. Bien, en fait, les membres du CA, s'ils ont un rôle d'autorité, ils ne devraient pas être considérés comme étant des bénévoles. Parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant des travailleurs. Est-ce que ça va? Oui, merci. Parfait. Donc, la définition d'établissement au sens de la LSST, on dit au sens de la LSST, un établissement se définit comme suit. L'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services. Donc, si par exemple, sur un terrain, vous avez un local où est-ce que des travailleurs effectuent des tâches, puis à côté, vous avez un centre de distribution, bien, en fait, c'est l'ensemble de ces installations-là sont définies comme étant un établissement du même employeur. Le régime intérimaire. Donc, je vais céder la parole à Marilyn pour la suite de la présentation. Super, merci Josiane. Donc, dans le fond, on va poursuivre avec le régime intérimaire. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe actuellement. Comme Josiane vous a dit un peu plus tôt, c'est depuis le 6 avril 2022 là, que c'est en vigueur. Donc, en gros, c'est quoi le régime intérimaire? On dit que c'est une solution provisoire concernant la prévention et la participation des travailleurs. Qu'est-ce qu'on faisait référence à tantôt à l'agent de liaison, le comité de santé et sécurité, le représentant santé et sécurité. Donc, tout ça, c'est avant l'adoption du règlement sur les mécanismes de prévention
prévention qui est prévu au plus tard le 6 octobre 2025. Ce qu'il faut comprendre dans cette étape, dans le fond, c'est que ça va préparer les organisations vers une prise en charge de la santé et de la sécurité du travail de façon plus progressive. Ici, il faut voir aussi que, dans le fond, certaines organisations n'ont peut-être jamais fait de santé et sécurité au travail. Puis pour d'autres, ça va être peut-être juste un ajustement puisqu'ils ont déjà des mécanismes de prévention chez eux. Aussi, ce que Josiane vous disait un peu plus tôt, c'est que la CNSST, dans cette grande étape-là, est là pour vous soutenir dans la préparation des changements. Donc, ce n'est pas un rôle coercitif, c'est vraiment, si la CNSST vient chez vous, ça va être vraiment pour vous accompagner dans la démarche de la mise en place là, de vos mécanismes de participation puis de prévention. Voici dans un tableau la mise en place des mécanismes de prévention et de participation. Je pense que pour la plupart, tu vas trop vite, Josiane. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être dans les organisations plus petites, donc de 1 à 19 travailleurs dans la colonne de gauche, où on voit sommairement, là, dans le fond, tout ce qui va être attendu. Les mécanismes de participation, ça va être l'agent de liaison et les mécanismes de prévention, ça va être le plan d'action. Donc, si on focus sur le régime intérimaire, dans la période du 6 avril 2022 jusqu'au 6 octobre 2025, votre rôle, ça va être de désigner l'agent de liaison. Et pour les mécanismes de prévention un peu plus bas, ça va être l'identification des risques. Si vous êtes une organisation qui a plus de 20 travailleurs et plus, dans les mécanismes de participation pour le comité de santé et sécurité au travail, ça va être la mise en place du comité. Puis on va revoir un peu plus loin, c'est quoi le mandat principal dans le régime intérimaire. Et ça va être de désigner un représentant santé et sécurité au travail aussi. Et pour le mécanisme de prévention, dans l'objectif de la mise en place du programme de prévention, ça va être l'identification et l'analyse de risques. Ça aussi, on va y revenir un petit peu plus en détail là, plus loin. Donc, l'identification des risques. En fait, il s'agit d'une étape préparatoire à votre plan d'action en santé et sécurité au travail, comme on vous disait un petit peu plus tôt. Cette partie-là, est dans le régime intérimaire. Donc, ça, il faudrait commencer maintenant. Ça vous permet de faire un portrait sur l'ensemble des risques qui sont présents chez vous. Ultimement, cette démarche-là va vous indiquer où investir en temps, en argent. Ça va contribuer aussi à l'amélioration d'une culture de prévention en santé et sécurité au travail, que vous soyez une petite ou une grande organisation. C'est un peu ça dans le régime intérimaire. Ce qu'on veut, c'est commencer à vous familiariser un peu avec tous ces risques-là. On voit ici, il y a 7 grandes catégories. Donc, peut-être que vous n'avez pas nécessairement traité de tous ces risques-là dans votre milieu de travail si on n'a jamais porté un œil ou des lunettes de santé et sécurité. Mais pourtant, probablement qu'il y a des risques probablement ergonomiques, biologiques, chimiques liés à la sécurité, physique, psychosociaux liés à la violence qui sont dans votre milieu de travail. Puis pour vous aider à ce niveau-là, dans le fond, il y a plusieurs outils qui existent. Donc, des grilles ou ça peut être de l'accompagnement. Donc, on a déjà un guide qui peut vous aider par rapport à ça, qui est plutôt dédié pour les grandes organisations. On est en train de finaliser un outil un peu plus simplifié qui va pouvoir aider les plus petites organisations, probablement comme la vôtre, justement, dans comment identifier les risques là, dans votre organisation. Qui peut identifier les risques? Dans le fait, on dit tout le monde parce que, dans le fond, oui, il y a les membres de la direction. On veut que la démarche soit réalisée par les membres du comité, le représentant santé et sécurité, l'agent de liaison, ça va faire partie de leur mandat. Mais on veut aussi que les travailleurs soient impliqués dans cette démarche-là. Dans le fond, c'est eux souvent qui ont la plus grande connaissance de leurs tâches sur le terrain.
Fait que c'est un peu ça que la loi modernisant va amener là, comme grand changement. Si on va à cette étape d'après, c'est au niveau de l'analyse de risque. Bien, ça aussi, on peut se questionner sur en quoi consiste votre mandat par rapport à ça. Bien, ça va être, ce qui est important de comprendre, c'est que l'analyse, c'est une méthode qui va permettre d'évaluer, bon, c'est quoi la probabilité, c'est quoi la gravité des risques selon certains critères. Donc, il y a plusieurs méthodes qui existent ou des processus différents. Dans le fond, on veut juste valider, dans le fond, selon le risque que vous avez chez vous, est-ce que c'est relié à une obligation légale, premièrement? Est-ce que la probabilité qu'un événement accidentel survienne chez vous est élevée, est faible? Est-ce que la gravité des blessures est considérable? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont exposées à ce risque-là? Est-ce qu'il y a de fortes chances que ça l'arrive ou ça se peut que ça arrive jamais? Donc, en fonction des résultats de cette analyse, vous allez pouvoir établir c'est quoi les priorités d'action à mettre de l'avant. Que la santé et sécurité au travail, on sait que ça peut paraître assez fastidieux, ça peut être assez long comme processus. Faut pas voir ça comme une grosse montagne, il faut y aller plus une petite bouchée à la fois. Donc, si on est capable de prioriser chaque élément à corriger ou à mettre en place, ça va être plus facile d'y aller une étape à la fois. Donc, je vais poursuivre avec l'approche multi-établissement parce qu'il y a aussi cette possibilité-là avec le régime intérimaire. Si un même employeur possède différents établissements qui ont différentes missions, c'est possible de regrouper le programme de prévention. Donc, ce que ça dit, avec l'approche multi-établissement, c'est qu'on peut faire une identification puis une analyse de risque pour l'ensemble des activités d'un même employeur. Cette approche-là, elle est possible uniquement pour ceux qui comptent 20 travailleurs et plus par établissement et celles qui ont des activités de même nature. Donc, je vais vous montrer un exemple là, tout de suite après. Mais ce qui est important de savoir, c'est que oui, ça peut faciliter la démarche si, par exemple, vous dites, ben moi, j'ai trois locaux, par exemple, qui sont à distance de route raisonnable. Je dis raisonnable parce qu'encore là, la CNSST ne met pas là, de kilomètres entre chacune des bâtisses, là. Ils disent plus raisonnable. Puis si, à partir du moment où l'employeur est prêt à défrayer les frais pour les distances, ben eux, ils reconnaissent que ça peut en faire partie. Donc, si par exemple un employeur a une bâtisse qui est située à Sherbrooke, une autre à Magog, une autre ville en Estrie, puis qu'ils font les mêmes activités, ils desservent la même clientèle, les travailleurs sont exposés au même type de tâches, c'est la même mission, ben, il pourra à ce moment-là, si pour chacun de ces établissements-là, il compte 20 travailleurs et plus, faire une seule identification puis analyse de risque pour ces trois bâtisses, ces trois locaux. Je préfère dire bâtisse parce que des fois, avec le mot établissement, là, on perd la notion de définition, là, mais donc, si pour les trois locaux, il y a 20 travailleurs et plus dans chacun d'eux, puis que les travailleurs font le même travail, c'est pour les mêmes raisons, la même mission, bien, à ce moment-là, il n'y aura pas à faire une identification, une analyse de risque pour chacun de ces locaux-là. Il pourra prendre l'ensemble des locaux. Même chose, il va pouvoir faire un seul comité de santé et sécurité pour les trois locaux, puis il pourra avoir un seul représentant santé et sécurité pour l'ensemble de ces locaux-là aussi. Donc, il n'y aura pas à faire un comité de santé et sécurité pour chacun d'eux et avoir un représentant santé et sécurité pour chacun d'eux. Donc, oui, ça peut représenter un avantage à ce moment-là pour l'employeur. Parce que si on a des risques qui sont similaires d'une place à l'autre, pourquoi on aurait à faire une identification puis une analyse de risque
pour chacun d'eux. Puis quand va entrer en vigueur le règlement sur les mécanismes de prévention et participation en 2025, bien à ce moment-là, ce ne sera plus juste identification et analyse de risque, ça va être programme de prévention, mais c'est la même chose. Il pourra avoir un seul programme de prévention pour ces 3 locaux-là. Donc, ça peut faciliter. Maintenant, ce que ça dit, c'est si l'employeur souhaite avoir plus qu'un comité de santé-sécurité ou plus d'un représentant santé-sécurité, c'est toujours possible de le faire, c'est au besoin, puis c'est par entente aussi avec les associations accréditées ou avec les travailleurs s'il n'y a pas d'association accréditée. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par activité de même nature? Parce qu'on dit que le multi-établissement, c'est possible si ce sont des activités de même nature. Donc, on dit que les activités de même nature sont des activités similaires ou apparentées. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les fonctions exécutées par les travailleurs sont comparables? La notion de fonction peut être associée aux tâches exécutées par les travailleurs. Donc, est-ce que les tâches sont similaires? Est-ce que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sont similaires? Est-ce que l'environnement de travail est similaire? Est-ce que les pratiques de gestion, l'organisation du travail? Donc là, on réfère aux conditions d'exercice des travailleurs. Est-ce qu'ils sont exposés aux mêmes facteurs de risques psychosociaux, organisationnels? Donc, c'est comme ça qu'on peut finalement mentionner que oui, on peut penser qu'il s'agit d'activités similaires ou apparentées. Il va aussi y avoir, dans le petit rond ici, là, on mentionne qu'il y a un guide d'application élaboré par la commission qui est prévu là, avant le 6 octobre 2025 parce que la CNE et SST se font poser beaucoup de questions sur le multi-établissement. Donc, ils vont faire un guide pour nous aider justement à voir, mais qu'est-ce qui doit être considéré dans le multi-établissement? Qu'est-ce qu'on peut considérer? Comment ça peut fonctionner? Donc, il va y avoir des précisions là, qui vont s'ajouter en cours de route liées au multi-établissement. Alors, l'exemple dont je vous parlais tantôt, c'est le suivant. Si on prend par exemple le secteur de la santé, l'employeur gère 2 hôpitaux généraux. Donc, est-ce qu'il va pouvoir mettre les 2 hôpitaux généraux? Est-ce qu'on peut faire un multi-établissement avec les 2 hôpitaux généraux? L'autre exemple, c'est l'employeur gère un hôpital général et un hôpital de soins psychiatriques. Donc, on dit oui, les 2 hôpitaux généraux peuvent être considérés dans le multi-établissement. Pourquoi? Parce que les activités sont de même nature d'un établissement à l'autre. La fonction des travailleuses et des travailleurs et les conditions dans lesquelles ils exercent leur travail sont similaires. L'employeur doit effectuer dans chaque établissement une analyse plus approfondie des conditions pour utiliser l'approche par multi-établissement. Bon, on veut s'assurer quand même qu'on n'a pas échappé des risques propres à un environnement, mais ça peut être considéré dans le multi-établissement. Par contre, un employeur qui gère un hôpital général puis un hôpital de soins psychiatriques, est-ce qu'il peut mettre ces 2 mêmes hôpitaux dans son identification puis analyse de risque ou son programme de prévention? Bien, la réponse est non, parce que les fonctions des travailleurs et des travailleurs n'est pas la même. Ils ne travaillent pas dans des environnements qui sont similaires. On sait que dans un hôpital de soins psychiatriques, il y a des mesures qui sont prises au niveau de la prévention de la violence, notamment. Donc, on n'a pas affaire au même type de clientèle. La façon de réaliser les tâches n'est pas tout à fait la même. Une formation doit être donnée de façon beaucoup plus spécifique en prévention de la violence pour ceux qui ont à intervenir dans un hôpital de soins psychiatriques. Donc, à partir du moment où on n'est pas exposé au même type de risque, on ne peut considérer l'approche multi-établissement. Maintenant, on vous a parlé de comité de santé-sécurité. On vous a dit qu'un comité de santé-sécurité est obligatoire pour les organisations qui comptent 20 travailleurs et plus. Alors, qu'est-ce qu'un comité de santé-sécurité? Bien, c'est un mécanisme interne et paritaire pour faire de la prévention. Donc, c'est un comité qui se réunit de façon régulière. Le nombre de rencontres sont déterminés par entente au sein du comité.
S'il n'y a pas entente, on va le voir tantôt, c'est au minimum 1 fois par 3 mois que le comité doit se réunir. Donc, le comité il est formé, comme on dit que c'est paritaire, de représentants de l'employeur et de représentants des travailleurs. Qui doit désigner les membres? Bien, au niveau des membres qui représentent les travailleurs, ce sont les associations accréditées qui doivent nommer leurs membres, qui doit être présent. Donc, ce n'est pas l'employeur. À partir du moment là, où on a des associations accréditées, ou même si ce n'est pas syndiqué, en fait, ce n'est pas l'employeur qui doit désigner les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et sécurité. Ça doit être entre travailleurs qui s'entendent, eux, sur qui va être membre du comité de santé et sécurité. Idéalement, dans un comité de santé et sécurité, on va mettre des gens qui ont une bonne idée du type de risque associé aux différentes tâches. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, par exemple, s'il y a 4 fonctions différentes au sein de votre organisation, ce serait peut-être bon qu'il y ait un représentant pour chacune de ces fonctions-là pour qu'on ait une meilleure idée des types de risques là, qui sont vécus sur le terrain. Parce qu'il faut se rappeler que l'objectif d'un comité de santé et sécurité, c'est un mécanisme de participation. Donc, c'est d'avoir une meilleure idée sur les risques auxquels sont exposés les travailleurs dans le cadre de leur fonction. Et la direction va désigner les membres qui représentent l'employeur. Maintenant, quand on dit paritaire, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir un nombre égal de représentants des travailleurs et de représentants de l'employeur. Vous pouvez avoir 4 représentants des travailleurs et 2 représentants de l'employeur. Paritaire ne signifie pas un nombre égal de part et d'autre. Ce que ça signifie, c'est qu'on doit avoir des membres qui représentent les travailleurs et des membres qui représentent l'employeur. Il faut surtout s'assurer qu'on aura des gens qui sont intéressés à la santé et sécurité du travail, qui sont là parce qu'ils veulent bien l'être, qui ont une approche positive, constructive aussi, parce que la santé et sécurité du travail, on peut être tenté parfois de dire ce qui ne va pas bien, mais il faut aussi être capable de nommer ce qui va bien, avoir une approche constructive, une approche positive, compte tenu que l'objectif, c'est de réduire les risques d'accident, il vaut mieux avoir des gens qui sont de nature positive parce que des risques, il va toujours y en avoir. Donc, d'avoir une approche qui est constructive, qui est positive, va être beaucoup plus aidante et mobilisatrice pour l'ensemble du comité de santé et sécurité. Puis quand on désigne des représentants de l'employeur, mais encore une fois, il faut s'assurer que les représentants de l'employeur qui font partie du comité sont aussi intéressés à y être, puis aussi qui vont être présents aux rencontres. Pour avoir accompagné quelques comités de santé et sécurité, ce qui peut éventuellement démobiliser les membres du comité de santé et sécurité, c'est quand des gens qui devaient être présents ne s'y présentent pas, que ce soit du côté des travailleurs ou de l'employeur. Donc, il faut s'assurer qu'on laisse de la place là, dans nos agendas à ces rencontres-là, parce que ça peut envoyer un message aussi. On parle souvent de culture de prévention. Là. Si on n'est pas présent à ces rencontres-là, puis qu'on repousse indéfiniment, on peut envoyer le message que finalement, j'avais autre chose de plus important à faire. Donc, ça n'envoie pas un bon message là, aux travailleurs. Et quel mode de nomination peut être utilisé? Donc, est-ce que c'est par vote, par scrutin? C'est laissé à la discrétion des travailleurs et de l'employeur ou selon la convention collective qui est établie. Alors, le comité de santé et sécurité, comment ça fonctionne? En l'absence d'association accréditée. Donc, s'il n'y a pas d'association accréditée, l'employeur doit informer le personnel qu'un comité doit être créé. Donc, c'est toujours dans le contexte où on a 20 travailleurs et plus, mais qu'il n'y a pas de syndicat. À ce moment-là, l'employeur doit informer le personnel en disant, avec la loi modernisant le régime santé et sécurité du travail, on a une obligation de former un comité de santé et sécurité. Pourquoi on met un comité de santé et sécurité sur place? On souhaite réduire les risques d'accident de travail. Donc, il doit expliquer le pourquoi du comité, son rôle, son mandat.
Le profil des personnes qui sont recherchées, donc un peu comme je vous disais tantôt, des gens qui sont intéressés à la santé-sécurité, qui ont une approche constructive, collaboratrice, puis comment va fonctionner aussi le mode de sélection des membres, c'est à déterminer par l'employeur. Ce qu'on dit, c'est que dans un comité de santé-sécurité, il doit y avoir 2 coprésidents, ça doit être paritaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un coprésident patronal et il y a un coprésident des travailleurs. Ces personnes-là, en fait, c'est qu'elles vont se rencontrer avant la tenue de la rencontre du comité de santé-sécurité pour discuter de l'ordre du jour, bon, de quoi il va être question, qui s'occupe d'animer les rencontres, qui s'occupe de faire les suivis. Donc, c'est plus au niveau là, administratif, là, clérical, le rôle des coprésidents au niveau de l'animation qu'on va s'entendre. Et on dit bien sûr que si c'est possible, avoir une personne qui soit présente, un secrétaire, une secrétaire, pour prendre des notes sur les échanges qui ont lieu pendant la rencontre. Ça peut faciliter le tout là, quand on a des procès-verbaux à acheminer aux membres du comité de santé-sécurité. Et là, vous posez peut-être la question, est-ce que la STAS donne de la formation sur les comités de santé-sécurité? Oui, il y a des formations qui se donnent. Il y en a une aussi, encore une fois, qui est disponible sur notre site Internet. Puis je pense qu'on l'a mis plus loin là, dans une des diapos. Je pourrais vous le montrer. Donc, vous avez accès à une webconférence qui a été présentée, qui est disponible sur le site Internet de la STAS sur le rôle, le mandat d'un comité de santé-sécurité. Vous allez voir, nous, on utilise l'acronyme CPSST et non CSS. Pourquoi le P? Bien, pour Comité paritaire de santé-sécurité du travail. Éventuellement, on va laisser tomber le P pour y aller avec le même acronyme que la loi modernisant le régime santé-sécurité du travail, mais ce qu'on a déjà de fait, c'est avec l'acronyme CPSST. Donc, si vous faites des recherches, ça va être plus facile en utilisant l'acronyme CPSST. Donc, combien de membres doivent faire partie du comité de santé-sécurité? Encore une fois, on l'a écrit en gros, c'est par entente entre les membres qui représentent les travailleurs puis l'employeur. S'il n'y a pas entente, donc à défaut d'entente, ce qu'on mentionne, et ça provient du règlement sur les comités de santé-sécurité du travail. Donc, ce qu'on dit, c'est que s'il n'y a pas d'entente et que vous avez de 20 à 50 travailleurs, bien, il devrait y avoir 2 représentants des travailleurs. Il devrait y avoir 3 représentants des travailleurs si vous êtes de 51 à 100. Donc, c'est comme ça, en fait, que doit être constitué là, le nombre de membres. Mais bien souvent, on arrive à s'entendre sur le nombre de membres qui doivent faire partie du comité de santé et de sécurité. Comme je vous disais tantôt, idéalement, c'est d'avoir des membres qui reflètent les différents risques auxquels on est exposé. Ce n'est pas conseillé non plus d'avoir trop de gens sur un comité de santé et de sécurité. Ça peut être difficile au niveau de l'agenda quand vient le temps de tenir des rencontres, d'avoir la présence de toutes ces personnes-là. Donc, il vaut mieux y aller avec des gens qui sont réellement disponibles et intéressés, même s'il y en a moins, mais au moins les rencontres se tiennent, ça avance, on évolue sur les objectifs qu'on met qu'on souhaite mettre en place. Et à défaut d'entente, bien, les membres doivent se rencontrer une fois aux 3 mois. Donc, quel est son rôle au comité de santé et de sécurité? C'est de participer à l'identification puis à l'analyse des risques, puis de faire des recommandations écrites à l'employeur sur cette identification et analyse de risques. Quelle formation les membres doivent-ils suivre? Donc, il y a une formation qui est prévue par la CNESST. Donc, je vous disais que pour le moment, si vous souhaitez en savoir plus, il y a la webconférence que nous, on a à la STAS, mais il va y avoir une formation obligatoire éventuellement, dont le contenu et la durée là, va être déterminés par règlement, donc par la CNESST. Il y a de fortes chances que nous, la STAS, fassions partie de ceux qui auront comme mandat de déployer cette formation-là. Donc, quand on en saura plus à ce sujet, on va certainement vous en informer. Alors, pour en savoir plus ici,
Vous avez justement, si vous cliquez sur le lien, là, on va vous faire parvenir la présentation PowerPoint. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien webconférence sur les comités de santé et sécurité ici et vous aurez plus d'informations justement sur le mandat d'un comité de santé et sécurité, son fonctionnement, son rôle, les facteurs de succès. Le représentant en santé et sécurité maintenant, donc on vous a dit que pour les organisations qui comptent 20 travailleurs et plus dans les mécanismes de participation, on a besoin d'un comité de santé et sécurité et d'un représentant santé et sécurité. Donc, le représentant santé et sécurité, c'est qui? C'est un travailleur qui occupe un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier dans l'établissement. C'est un travailleur qui est désigné par les associations accréditées, donc par les syndicats, s'il n'y a pas de syndicat, par les travailleurs. Il devient membre d'office du comité de santé et sécurité. Donc, le représentant santé et sécurité fait partie du comité de santé et sécurité. Combien d'heures de libération est-il prévu? Donc, les heures de libération sont déterminées par entente entre les membres du comité de santé et sécurité. Pour en savoir plus, on a fait une fiche aussi. Vous cliquez sur la fiche RSS pour en savoir plus sur le rôle du comité, le rôle du représentant santé et sécurité. Mais déjà, ici, là, on vous fait quand même un résumé là, de ce qui est indiqué sur la fiche. Le rôle du représentant en santé et sécurité, c'est de faire l'inspection des lieux de travail, c'est de faire des recommandations écrites au comité de santé et sécurité, c'est de porter plainte à la CNESST si les situations qui sont, les plaintes qui sont apportées n'ont pu être résolues par le comité de santé et sécurité. Est-ce qu'il y a une formation qui va être obligatoire? La réponse, c'est oui. Encore une fois, son contenu et sa durée seront déterminés par règlement. Donc, on va certainement à la STAS éventuellement avoir le mandat d'offrir cette formation. Maintenant, pour les organisations qui comptent moins de 20 travailleurs, il n'y a pas de comité de santé et sécurité obligatoire. Il y a par contre un agent de liaison en santé et sécurité qui doit être nommé. Donc, c'est qui l'agent de liaison? Ben, c'est un travailleur qui occupe un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier dans l'établissement. Ça peut aussi être un bénévole, compte tenu qu'on disait que les bénévoles doivent être considérés comme étant des travailleurs. C'est un travailleur qui est désigné par les associations accréditées ou les travailleurs non représentés. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'employeur qui va nommer l'agent de liaison. Il doit être nommé par ses collègues de travail, par les travailleurs. Il devient membre d'office du comité de santé et sécurité. Ça, c'est si vous décidez d'en mettre un comité de santé et sécurité, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un comité de santé et sécurité. L'autre chose qu'il faut savoir, supposons que vous dites, oui, mais moi, chez nous, là, il n'y en a pas de travailleurs qui sont intéressés à être agents de liaison. J'ai fait le tour, j'ai sollicité, j'ai demandé, personne ne lève la main pour avoir ce rôle-là d'agent de liaison. Donc, à ce moment-là, ce que la CNESST mentionne, c'est de faire appel à eux dans ce contexte-là. Et puis, ils vont intervenir, en fait, pour voir... souvent, quand les travailleurs ne lèvent pas la main, c'est qu'ils ne comprennent pas vraiment leur rôle. Ça peut parfois, ils peuvent se dire, ça va occasionner plus de tâches pour moi? Est-ce que je peux être mal vu de mon gestionnaire si je rapporte des risques? Donc, c'est pour ça que c'est bien important quand on voit que les travailleurs là, ne sont pas disponibles, intéressés à être agents de liaison, ben, les informer. Là, en quoi ça consiste principalement? C'est de collaborer avec l'employeur à identifier les risques, de voir dans notre identification de risques, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Donc, c'est beaucoup un travail de collaboration, de communication. Ça doit se faire avec un esprit, encore une fois, positif, constructif. On est là pour travailler ensemble. Ça ne doit pas être associé à des relations de travail. On n'est pas là, on est en santé et sécurité du travail.
Donc, donner plus d'informations aux travailleurs peut faire en sorte que ça les rassure, puis qu'à ce moment-là, on ait quelqu'un qui se nomme volontaire là, pour être agent de liaison. Mais si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, le mentionner à la CNESST, puis quelqu'un pourra intervenir pour rencontrer les travailleurs, pour les informer davantage de ce que c'est leur rôle à titre d'agent de liaison. Mais ceci dit, c'est sensiblement ce qu'on est en train de vous présenter, là, à savoir participer à l'identification des risques, être une espèce de gardien des valeurs associées à la santé et sécurité. Combien d'heures de libération est-il prévu? Les heures de libération pour l'agent de liaison en santé et sécurité, mais encore une fois, c'est par entente. L'agent de liaison, quel est son rôle? Donc, comme je vous le disais, c'est de coopérer avec l'employeur, faire des recommandations par écrit sur l'identification des risques et, au besoin, porter plainte à la CNESST. Est-ce qu'il doit suivre une formation? Encore une fois, il y a une formation qui est prévue. Le contenu et la durée sont à déterminer par règlement. Puis, que faire lorsqu'il y a un seul travailleur dans l'organisation? Bien, le travailleur devient l'agent de liaison d'office. Donc, c'est lui qui est nommé d'office agent de liaison s'il y a un seul travailleur. Donc, ça nous amène au règlement sur les mécanismes de prévention. Alors, on vient de voir le régime intérimaire qui, lui, va se terminer au plus tard le 6 octobre 2025, donc au moment où le règlement va entrer en vigueur. Donc, dans le régime intérimaire, c'est surtout en lien avec le nombre de travailleurs que vous avez, soit moins de 20 ou 20 et plus. Pour chacun d'eux, comme on a vu, bien, il y a des mécanismes de prévention et de participation différents là, selon le nombre de travailleurs. Donc, Marilyn va conclure maintenant en lien avec le règlement sur les mécanismes de prévention. Oui, donc à la fin du régime intérimaire, ça va être l'entrée en vigueur du règlement sur les mécanismes de prévention. Ce qui est important de savoir, c'est ce qui a été mis en place restera. Donc, dans le fond, ça va être vraiment le déploiement complet des mécanismes de prévention puis de participation. Mais ce que vous avez à avoir fait, comme l'identification, l'analyse de risque, votre comité de santé et sécurité, l'agent de liaison, le représentant santé et sécurité, tout ça va avoir été comme la première phase là, de la mise en place de tous ces mécanismes-là. Et dans le fond, pour le reste, là, ça reste à déterminer. Là. On ne sait pas ce qui va arriver réellement dans le règlement sur les mécanismes de prévention. On sait juste que ça va être beaucoup plus encadré. Là. Ici, dans le fond, si on reprend le petit tableau de tantôt où on voit comment que c'est divisé dans les deux types d'organisations. En fait, ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau des mécanismes de participation, il va y avoir une augmentation des rôles et des responsabilités de chacun. Donc, on les a mis un petit peu plus loin, là, je vais vous les montrer rapidement. Et les mécanismes de prévention, ce qui est prévu, c'est vraiment la mise en place d'un plan d'action et un programme de prévention. Donc, juste pour faire un petit rappel, le plan d'action, c'est une version allégée du programme de prévention. Ça aussi, vous allez voir un peu c'est quoi les nuances. Mais somme toute, c'est quand même un document avec tous les risques et puis les mesures de prévention à faire là, dans votre organisation. L'approche multi-établissement, elle va toujours être en place. C'est quelque chose qui va encore être possible. Toutefois, il y a des petites nuances qui sont assez importantes. Dans le fond, on va pouvoir introduire les organisations de moins de 20 travailleurs dans l'approche multi-établissement. Donc, si vous avez une approche pour le moment, plusieurs organisations, puis vous aviez une organisation avec moins de 20 travailleurs, ce n'est pas possible pendant la durée du régime intérimaire. La CNSST est assez claire à ce sujet-là. On essaie de voir comment on peut contourner ça. Malheureusement, apparemment, ça serait impossible de le faire. Donc, pour le régime intérimaire, ils maintiennent le fait que les petites organisations ne peuvent pas s'impliquer dans l'approche multi-établissement. Par contre, dans 4 ans, ça sera possible.
Aussi, une autre différence, en fait, c'est au lieu, dans le carré jaune, là, au lieu que ça soit juste l'identification, l'analyse de risque, en fait, ça va être avoir un programme de prévention pour l'ensemble des établissements qui font partie de votre regroupement. Pour le reste, tout demeure. Les 3 prochaines diapos, je ne vais pas vous les lire, là, c'est beaucoup de texte. C'est vraiment juste pour vous démontrer, dans le fond, les fonctions. Fait que, dans le fond, les gens qui ont déjà un comité de santé et sécurité actuellement, là, on n'a pas abordé de ces notions-là, mais qui sont, mettons, dans un groupe prioritaire 1, c'est une grande organisation, ils ont déjà un comité de santé et sécurité au travail, que c'était obligatoire par la loi là, avant le régime modernisant. Ils ont déjà toutes ces fonctions. C'est des choses qui sont réglementées dans un règlement sur les comités de santé et sécurité. Donc, on n'est pas là-dedans maintenant. C'est juste pour voir, dans le fond, ultimement, où que ça s'en va, tout ça. Donc, ça, je vais vous laisser, on vous le laisse, dans le fond, en note. Là. On ne veut pas vous mêler avec tout ça ce matin. Il y a beaucoup d'informations. C'est vraiment à titre informatif. La page d'après, dans le fond, représentant, même chose, ils vont aller spécifier l'ajout des fonctions là, qui devra être fait. Et par la suite, on a mis programme de prévention. Fait que juste pour donner une idée aussi là, de c'est quoi le contenu minimal qui est prévu. Donc, un volet sécurité, un volet santé, donc avec toutes les petites nuances qu'il peut avoir par rapport à ça. Mais c'est vraiment à titre indicatif, là, on va se concentrer sur le régime intérimaire. Je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'informations ce matin à ce niveau-là. Donc, soyez prêts pour 2025. Ça veut dire on n'attend pas à la dernière minute. On fait ça dès maintenant. On commence à trouver nos agents de liaison, nos représentants. Je sais qu'il y a beaucoup de questions là, qui tournent autour des bénévoles, tout ça, au niveau comment on met en place notre comité. On va essayer d'y répondre par la suite. Pour la présentation, c'est tout. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a fait une bonne présentation là, sur qu'est-ce que la LMR-SST. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Josiane et Marilyn. Présentation très claire. Donc, il y a plusieurs questions. Plusieurs questions, effectivement, par rapport aux bénévoles, mais je vais y aller dans l'ordre des questions qui sont entrées. Il y a Fanny, peut-être que ça va être nécessaire là, de préciser la question. Vous avez dit pour plus de 20 personnes, identifier les risques et analyse. Fanny, est-ce que c'est possible de préciser la question, s'il vous plaît? OK, peut-être que Fanny a... Ça a été répondu, merci, ma première question. OK, parfait, mais merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, autre question, est-ce que la SNEST a des canevas de politique que nous pouvons utiliser et adapter à notre réalité? Oui, il y a des politiques qui sont notamment, par exemple, politique de prévention du harcèlement psychologique. Vous pouvez retrouver, ils ont vraiment un site complet, la CNESST, sur la prévention du harcèlement psychologique. Vous avez un exemple de politique qui est même, je crois, en fichier Word que vous pouvez télécharger, puis l'adapter là, à votre contexte, à votre réalité. Même chose pour la politique prévention de violence conjugale. Il y a un lien qui mène à un organisme communautaire, justement, là, qui ont fait beaucoup de travaux pour les organisations, pour les employeurs en prévention de la violence conjugale, puis ils ont mis un exemple de politique. Donc, vous allez pouvoir retrouver là, sur leur site des exemples de politique à cet effet-là. Autre question. Et là, je vais ajouter quelque chose parce que je sais que ça s'en vient plus bas. Est-ce que l'agent de liaison doit être absolument un employé ou ça peut être aussi la direction générale? Puis plus bas, on demande, est-ce que ça peut être un bénévole? En fait, oui, ça peut être un bénévole parce que le bénévole est considéré travailleur, mais ça ne peut pas être un représentant de l'employeur. Ça doit vraiment, l'agent de liaison doit absolument être un travailleur.
Ça va. Donc, une entreprise, une organisation qui prête un groupe de bénévoles, qui doit les assurer? Marilyn, est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Oui, certainement. Je prenais par exemple l'exemple au niveau, par exemple, des banques alimentaires. De temps en temps, ils vont recevoir plusieurs employés, mettons, de Bombardier. Fait qu'ils sont 25, ils s'en vont à la banque alimentaire, ils font la préparation des paniers, tout ça. Mais ils sont toujours payés par leur employeur quand ils le font, ceci dit. Fait que c'est pas tant du bénévolat qu'un prêt d'employé, là. C'est de la bonne responsabilité sociale, c'est super, mais c'est pas du bénévolat. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que c'est l'employeur qui est responsable des gens qui a prêté à l'organisme? Je vous dirais que si je regarde la façon dont, sur le site de la CNESST, quand ils parlent, par exemple, là, je vais donner l'exemple d'un étudiant, d'un stagiaire qui va dans un établissement, c'est l'employeur qui est responsable de l'étudiant, ce n'est pas l'établissement d'enseignement. Fait que si j'extrapole cette logique-là, ben, ça resterait là où s'effectuent les tâches, c'est l'employeur qui est responsable du lieu où s'effectuent les tâches. Mais ceci dit, L'employeur étant l'organisme qui a prêté les gens pour aller aider, mettons, la moisson. Pas la moisson, mais Bombardier dans ce cas-ci, mettons. votre question. Moi, je vous dirais, habituellement, quand on fait affaire avec. Avant, on disait que la responsabilité, on se lançait un peu la balle. C'était, mettons, ni Bombardier, ni l'organisme communautaire. Maintenant, on veut que les deux soient responsables. Je trouve que là, il y a comme une autre nuance qui est plus difficile parce qu'on reste dans une autre zone grise où on va dire, bon, ben là, c'est Bombardier ou c'est l'organisme communautaire. En fait, on va dire vraiment le lien du travailleur va être rattaché à l'employeur. Vous, en tant qu'employeur, ce que vous pouvez faire, c'est, mettons, valider avec, mettons, Bombardier. Bon, mais c'est quoi le programme de prévention qui est en place? Juste s'assurer que votre travailleur y est au fait de c'est quoi les mesures de santé et sécurité qui sont en place. Vous ne pouvez pas aller sur les lieux de travail pour aller valider cette information-là. Je pense que rendu là, la démarche demeure, juste que vous pouvez quand même demander c'est quoi la prise en charge qui est faite à ce niveau-là. Est-ce que ça clarifie un peu votre question? En fait, oui et non, là, mais très concrètement, l'employé qui se blesse dans le dos en train de préparer un panier d'aliments. Ça va être à vous. Ça va être votre dossier qui même s'il est payé par l'entreprise. Dans le fond, c'est juste que son travail à cette journée-là, ce n'est pas son travail habituel, c'est de venir travailler dans un organisme communautaire. Mais il est toujours payé par l'entreprise. Je ne comprends pas bien la nuance. OK, je recommence. Prenez, par exemple, au moment de la guignolée. Je m'excuse, mais je pense que c'est important de clarifier ce point-là. Bon, prenez, par exemple, on fait la guignolée. OK? On a 50 personnes de la compagnie Bombardier qui viennent nous aider à préparer les paniers. Ils sont payés pendant ce temps-là. C'est sur leurs heures de travail. Ils ont leur rémunération de Bombardier. Ils se blessent en train de soulever de la bouffe chez Moisson Montréal. Mais il est payé par Bombardier pendant ce temps-là. Pas son lien d'emploi, c'est Bombardier. Là. Son lien d'emploi, c'est Bombardier, mais le site, c'est le site de Moisson. Mais là, c'est Bombardier qui va être responsable. OK. C'est son travailleur, c'est lui qui le rémunère, c'est son dossier qui va être imputable. OK. Parfait. Fait que les organismes n'ont pas à se soucier du fait qu'ils accueillent des employés d'une grande entreprise pour venir faire de la belle responsabilité sociale puis donner un coup de main. S'ils se blessent, ce n'est pas la responsabilité de l'organisme, c'est la responsabilité de l'entreprise qui a prêté les employés. Je résume bien? Bien, pour votre dossier CNSST, au niveau de l'imputabilité, oui. Au niveau de la diligence raisonnable, je pense que ça revient peut-être... Il y a peut-être un partage de responsabilité à ce niveau-là, mais là, c'est très, très piqué comme question. Là. Mais c'est très piqué, mais c'est une question qui, je pense, est pertinente parce qu'on voit ça de plus en plus. Là. Des organismes, des entreprises qui disent, nous, on a 50 travailleurs, une journée, avez-vous quelque chose à nous faire faire? On veut faire du team building. Ouais. L'organisme les accueille. Ce n'est pas des bénévoles. Il faudrait valider avec du droit, je pense, avec un avocat juridique à ce niveau-là. Je ne sais pas, Josiane, là, mais... moi en fait, j'aurais donné la même réponse que toi, là, Marilyn, parce que si je fais juste regarder le dossier financier de l'employeur,
ben, à un moment donné, ça n'aurait pas de sens là, que l'organisme communautaire ait à sa charge tous les accidents qui surviennent des bénévoles. On va les appeler les bénévoles, mais c'est des travailleurs qui proviennent d'une autre organisation. Maintenant, ça s'est déjà vu en jurisprudence, par exemple, là, si, par exemple, il a été démontré qu'il y avait des lacunes graves, mettons à Moisson-Montréal, par rapport à la prévention des événements accidentels, ben oui, ça se pourrait qu'il y ait un partage des coûts qui soit fait à ce moment-là. Si il a été démontré que l'employeur l'organisme communautaire n'a rien fait pour prévenir des événements accidentels, qu'il y a du laxisme au niveau de la prévention, ben, ça se pourrait que Bombardier dise, ben moi, là, je veux bien être responsable d'une partie des coûts, là, mais pas de l'ensemble des coûts parce que le lieu où s'est effectué le bénévolat, il n'y avait aucune prise en charge de la santé et sécurité du travail. Mais comme disait Marlene, je pense qu'on ne veut pas entrer dans l'indemnisation parce qu'on n'est pas assez. Il faudrait vérifier. Là, notre rôle à la STAS, c'est beaucoup plus au niveau de la prévention. Mais pour avoir vu dans mon ancienne vie des situations liées à ça, c'est quelque chose qui pourrait se produire. Mais moi, si j'étais vous, je validerais tout ça justement auprès de quelqu'un qui peut vous informer au niveau de l'indemnisation, comment ça fonctionne. Parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, il y a encore des zones grises, c'est ce qu'on comprend. Il y a une personne qui nous demande s'il y a une mutuelle de prévention, comment tout ça peut se mettre en place, comment tout ça peut se faire. Marlene, je vais te laisser répondre. Attends, j'essaie de lire. Un organisme qui a une mutuelle de prévention, doit-il le faire ou c'est la mutuelle qui le fait? Bien, habituellement, quand vous êtes membre d'une mutuelle de prévention, vous avez votre conseiller en prévention qui fait votre visite des lieux. Elle va vous fournir un plan d'action. Cependant, au niveau du représentant santé et sécurité ou de l'agent de liaison, là, dépendamment du nombre de travailleurs que vous êtes, ce n'est pas votre représentant de la mutuelle là, qui va faire ça. C'est vraiment un travailleur de chez vous qui doit participer, il doit avoir ce mandat-là. Au niveau de l'identification des risques, l'analyse de risques, habituellement, sont là pour vous accompagner là-dedans. Là. Donc, dépendamment la mutuelle, là, moi, je travaillais pour une mutuelle, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement. Est-ce que le plan d'action implique une analyse de risque? Est-ce qu'ils vont se lancer là-dedans? Ça serait peut-être de valider avec eux jusqu'où ils vont dans cette démarche-là. Donc, si ce que la mutuelle de prévention fait pour vous accompagner correspond aux exigences de la LMR-SST, c'est une bonne chose que vous soyez accompagné. D'accord, merci. Question très pertinente pour les organismes communautaires où il y a vraiment de petites équipes. Lorsqu'une employée permanente est aussi la direction et que les autres personnes sont à contrat, comment on fait pour déterminer un agent de liaison? Est-ce que est-ce qu'une contractuelle peut être un agent de liaison? Bien, s'il y a un contrat de travail, oui, absolument. À partir du moment où il y a un contrat de travail, même si c'est à durée déterminée, il devient un travailleur à durée déterminée, cette personne-là sera l'agent de liaison. OK. Et donc, la direction, encore là, ne peut pas l'être parce que même si elle est la seule employée permanente. Oui. OK. Il y a une personne, Marilyn, tu vois probablement là, dans le chat, qui nous questionne sur le calcul pour les travailleurs avec les bénévoles. Donc, il y a un exemple qui est donné. Si on a une quarantaine de bénévoles qui font environ 3 heures par semaine de bénévolat, est-ce que nous le calculons quand même comme travailleurs? Dans le fond, mettons, pour répondre à cette question-là, on veut trancher, est-ce qu'il y a moins de 20 travailleurs ou j'ai 20 travailleurs et plus? Après ça, est-ce que c'est important de savoir tout ça?
je sais pas si la personne, elle peut me répondre, puis tu sais, on peut regarder, faire l'exemple ensemble. Des fois, c'est plus simple qu'avoir Oui. juste une bride d'infos. Oui, en fait, je voulais savoir, parce que c'est ça, nous, on a des bénévoles, on a une quarantaine de bénévoles. OK. Mais tantôt, c'est ça, là, j'avais pas bien compris la question. La réponse, en fait, on disait, tu sais, est-ce que si on calcule tout ça, est-ce que ça fait environ 35 heures semaine, quoi que ce soit, mais tu sais, c'est ça, je comprenais pas comment calculer si on est plus de 20 ou si on est moins de 20. Parce que en fait, on est 4 travailleurs salariés. OK. Mais ensuite, on a une quarantaine de bénévoles. Donc là, est-ce qu'on est plus de 20 ou on est moins de 20? Mais c'est Oui, ça. Mais tu as combien de bénévoles par semaine qui travaillent chez vous? Y en a-tu? C'est ça, ça varie parce que nous, on fait de la relation d'aide. Fait que c'est vraiment avec les disponibilités de la clientèle. Fait que ça OK. varie énormément, mais c'est en moyenne 3 heures par semaine. Ah, OK. C'est ça. Tu sais, Fait que, pour ça, là, on y va avec le gros bon sens, selon nous. C'est ce qu'on a compris de la CNSST, c'est qu'il faut y aller avec une démarche. Tu es capable de justifier que tu as une liste de 40 bénévoles en banque, mais qu'ils vont travailler à peu près 3 heures par semaine. Tu sais, on s'entend que ça équivaut même pas à un poste en plein. OK. Fait que, tu sais, moi, je dirais, tu sais, OK, j'ai peut-être 5, tu sais, vous êtes 4 travailleurs salariés plus un bénévole peut-être qui vient dans la semaine. Tu sais, ta prise en charge au niveau des risques est environ, tu sais, est pour à peu près 5 travailleurs. On ne va pas OK. aller pour une organisation, elle ne devient pas grande comme si tu avais 40 travailleurs sur le Tout le temps. terrain en même OK. temps. Fait qu'on serait moins de 20 travailleurs. Oui. Parfait. Merci beaucoup, ça répond très bien. Donc, une autre question. Certains regroupements, organisations ont qu'une ou deux personnes employées et pas des bénévoles. Est-ce qu'il faut quand même nommer un ou une agente de liaison? Oui. Même avec un seul employé, cet employé devient d'office un agent de liaison. Est-ce que je peux préciser ma question parce que je vais la redire plus loin? C'est que je connais un regroupement où il y a seulement une direction. Il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas d'autres employés. Puis là, vous avez dit que les directions ne peuvent pas être agents de liaison. Fait que ça pose un problème, là. À ce moment-là, la personne, normalement, devrait être l'agente de liaison à elle-même. Mais il n'y a pas de travailleurs dans ce que vous dites. Non. C'est Non, ça. il y a juste une direction. Il ne se passe rien. Ils n'ont pas Il y a besoin pas de faire de- l'analyse de risque ni rien. Non. Il n'y a pas de travailleurs. Oui, elle se considère comme une travailleuse, mais son titre, c'est directrice. C'est une bonne question. Ouais, OK. Ouais. Elle s'est fait dire qu'il fallait qu'elle se nomme agente de liaison. Oui, elle essaie toute seule, puis elle travaille, c'est ça. Ouais, OK. Vous pourrez valider ça. Josiane, as-tu plus d'infos? Moi, je je trouverais ça dirais important de que le valider. s'il y a 0 travailleur, il y a certainement une obligation de faire une identification des risques. Le régime intérimaire est là pour s'assurer qu'il y a une prise en charge. C'est l'objectif du régime intérimaire. Donc, s'il n'y a pas de travailleurs pour les mécanismes de participation, ça ne peut pas faire en sorte que l'employeur soit déchargé de sa prise en charge en prévention. Donc, il devra lui-même procéder à son identification des risques. Il n'y aura pas de comité de santé et sécurité, mais il devra se nommer agent de liaison. S'il y a 0 travailleur, il devient responsable de faire son identification des risques. Ces questions-là n'apparaissent nulle part dans les informations de CNESST. Puis quand on participe à des sessions d'information de la CNESST, ces questions-là et ces réponses-là ne sont pas soulevées non plus. Puis nous, à la STAS, on a bien tenté d'avoir des réponses, là, mais ça n'a pas été possible. Donc, on y va vraiment ce matin avec ce qu'on a comme information, ce qu'on a aussi comme application logique. Mais c'est sûr qu'après, quand il y a des zones grises,
on n'a pas le choix de dire qu'il faut valider avec la CNESST, mais moi, je suis convaincue que si vous dites, ben nous, on a 0 travailleur, la CNESST ne vous dira pas que vous êtes dispensé de faire une identification des risques. Parce que l'objectif, c'est que toutes les organisations procèdent à tout le moins à une identification des risques. OK. Monsieur ou Madame Gilina, je ne vois pas qui vous êtes exactement. Je crois que votre question a eu réponse là. Si les activités de chaque installation sont de nature différente, je crois que, est-ce que ça va pour la réponse? Parce que dans la présentation. Donc, on a eu la réponse par rapport aux bénévoles. Oui, un bénévole peut être sur le CSS. Un bénévole peut être aussi un agent de liaison. Est-ce que, ça c'est intéressant, est-ce que pour le CSS, est-ce que les bénévoles ont l'obligation de participer au choix de la personne qui désigne les travailleurs-travailleuses? En fait, on dit que le choix doit se faire chez les travailleurs. Donc, est-ce qu'ils ont l'obligation? À partir du moment où est-ce qu'on sollicite les travailleurs pour nommer, c'est à eux de s'entendre sur qui ils vont nommer. Donc, il n'y a rien qui dit que le bénévole est obligé, mais il est considéré travailleur, donc il doit quand même, s'il est invité à donner son avis sur le choix d'un représentant en santé et sécurité, il doit le faire quand même, là. Vous avez donné des braquettes là, comme 0 à 50 personnes pour, puis 50 et plus, 51 et plus pour le nombre de personnes qui sont sur le CSS. Mais est-ce qu'il y a un nombre minimal de personnes qui doivent être sur le CSS? Oui, ben, je pense que c'est un, en fait. OK. Oui, c'est ça. Parce que ça pourrait être un représentant des travailleurs, puis ça pourrait être un représentant de l'employeur. Puis on aurait un comité de santé et sécurité. OK, ça marche. Il y a une autre question, le nombre de membres inclut les deux. Est-ce que, Madame ou Monsieur Gélina, est-ce que vous êtes encore en ligne? Si oui, est-ce que vous pouvez préciser votre question concernant les 40 employés? Je crois que la personne a quitté. Une question quand même importante, puis moi je vais avoir une sous-question. Est-ce qu'il va y avoir du financement pour mettre ces démarches-là en place dans les organisations qui souvent n'ont pas beaucoup de moyens? Est-ce que vous savez si la SNES prévoit ce genre de mesures? De notre côté, on n'a pas entendu rien par rapport au financement pour la mise en place de ces nouvelles obligations. C'est certain que pour ceux qui ont très peu de ressources, oui, ça va nécessiter davantage de temps pour mettre en place tout ça. Maintenant, ceux qui ont peu de ressources, s'ils ont moins de 20 travailleurs, bon, ben il y a un peu moins de boulot à faire dans le sens où il n'y a pas, c'est un plan d'action qui va être obligatoire en 2025. Pour le moment, c'est l'identification des risques. En 2025, ce sera un peu plus, mais je pense que c'est aussi de penser que si on prévient des accidents, ça va nous coûter moins cher. Donc là, je vais y aller en utilisant la voie de oui, ça peut paraître du temps, mais ce qu'on sait, c'est qu'en santé et sécurité, le temps qu'on prend pour prévenir des accidents, au bout du compte, on le sauve en coût d'accident de travail, on le sauve au niveau des cotisations qu'on a à payer. C'est sûr qu'à court terme, ça va représenter plus de travail pour vous là, pour le mettre en place, tout ça. Mais une fois que ça va être fait, ça ne sera pas difficile à entretenir. Puis il y a une chose aussi qui doit être comprise, là, c'est que
quand on parle, par exemple, de l'identification des risques, on vous a mis là, une diapo là, où apparaissent tous les risques possibles. Bien, dans le fond, c'est de faire un tableau avec chacun de ces risques-là, puis commencer avec ceux qui sont les plus pertinents pour vous. Ceux pour lesquels là, vous dites, ben, chez nous, là, des risques ergonomiques, oui, il y en a. Donc, on va commencer par ceux-là. Tu sais, en 2025, là, il n'y aura pas un inspecteur qui va aller chez vous et qui va regarder là, si pour chacun des types de risques, vous avez fait une identification, une analyse, puis que vous avez établi un moyen pour chacun d'eux. C'est de commencer par ceux qui sont les plus importants pour vous, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de réduire les risques d'accident. Donc, logiquement, on va y aller avec nos statistiques. Donc, si dans vos statistiques, vous dites, ben nous, c'est plus des chiffres qu'on a comme accident. Donc, dans votre tableau, vous allez y aller plus en fonction de ce type de risque-là, en mettant des moyens de prévention. Et puis, en nommant un échéancier, en établissant un échéancier, puis en nommant un responsable. Donc, ça paraît gros, mais en fait, voyez pas ça comme étant une démarche qui est nécessairement fastidieuse. Ça peut être fait avec des moyens qui sont simples, mais efficaces. Puis, on vous a mis aussi là, dans la présentation le guide qu'on a à la STAS sur l'identification puis l'analyse de risque. Quand vous allez regarder ça, vous allez dire, oh, mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Nous, on le fait parce qu'on représente quand même tout le réseau de la santé et des affaires sociales. Donc, ça va des organisations qui comptent 2 employés jusqu'à des milliers d'employés. Mais il est là à titre d'exemple. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour que vous ayez à tout le moins une idée de à quoi ça ressemble un plan d'action, à quoi ça peut ressembler un programme de prévention. Donc, si je peux vous donner un message d'espoir, c'est peut-être celui-là, là, de ne pas voir ça comme étant nécessairement une grosse montagne. Allez-y, des petites bouchées à la fois. Je pense que la CNESST, ce qu'elle va regarder, c'est est-ce qu'à tout le moins, vous avez commencé à faire des choses? Est-ce que vous avez commencé à établir votre plan d'action, à faire votre identification de risque? Puis, qu'est-ce que vous avez mis en place? Puis, allez-y avec des priorités, comme Marilyn vous l'a présenté, là, les événements qui sont le plus susceptibles de se produire, donc qui ont une probabilité élevée, ceux, s'ils surviennent, bien, que les conséquences vont être graves, on doit aussi les prioriser. Donc, puis le nombre de travailleurs qui sont exposés à ce type de risque-là doit être considéré. Merci. Puis, c'est une question de ma part. Est-ce que, parce qu'on se rend compte avec le communautaire puis l'économie sociale, qu'il y a des spécificités puis même la SNEST ne semble pas avoir la réponse pour le moment. Est-ce qu'il existe un endroit où il y a un service conseil individualisé? Donc, un numéro de téléphone, une personne à qui on peut parler. Est-ce que ou si vraiment pour le moment, il faut y aller avec les webinaires qui sont donnés, appeler la SNEST, c'est... Bien, je sais que oui, vous pouvez toujours appeler la CNESST, là. Puis ils vont vous donner les informations qu'ils peuvent vous donner. Moi, je sais pour des gens qui m'ont rapporté, qui ont appelé, mais qu'eux aussi ont encore des zones grises. Hein. C'est beaucoup de nouveautés pour eux aussi. Puis, bon, ben, ils s'aperçoivent que dans la pratique, ça soulève d'autres questions. Donc, c'est pour ça que leur site même, on voit qu'il évolue de semaine en semaine, de mois en mois. Il y a des éléments qui viennent se préciser. Donc, certainement que de fil en aiguille, là, on va avoir davantage d'informations. Puis, on pourra... nous, à la STAS, orienter nos services aussi en fonction de des nouvelles informations qu'on aura obtenues. On va mettre aussi sur notre site Internet une page de foire aux questions. Donc, on va aller mettre là les questions qu'on reçoit le plus souvent avec les réponses, évidemment. Puis, si on voit qu'au niveau des organismes communautaires, bien, il y a matière justement à la question des bénévoles. Là, quand il y aura
quand nous, de notre côté, on aura aussi des précisions de la CNESST, ben on ira indiquer davantage de précisions de ce côté-là. Mais pour le moment, c'est difficile pour nous de s'avancer quand, même du côté de la CNESST, là, il y a des zones grises qui demeurent. Puis peut-être suggestion à l'ensemble des personnes là, présentes. Nous, on le fait ici au comité sectoriel, c'est de s'abonner à l'infolette de la SNEST parce qu'effectivement, les choses évoluent. C'est une infolette qui est super bien faite. Et puis, moi, à chaque fois que je la reçois, je la regarde parce que donc, c'est peut-être une bonne façon. Il va peut-être avoir des choses tout d'un coup qui vont apparaître là, par rapport aux communautaires. Puis à l'économie sociale. Puis si c'est le cas, ben, on pourra les acheminer à l'ensemble des personnes qui sont membres là, de notre comité sectoriel, le mettre sur les médias sociaux et tout. Là. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire au comité sectoriel. Une autre question, une personne demande, on s'y met quand? Tout de suite ou ça peut attendre dans un an? Donc, moi, je vous dirais d'y aller tout de suite parce que justement, plus on attend, bien, plus la bouchée va être grande. Ça va être plus digeste de le faire par petites bouchées. Donc, allez-y maintenant. Déjà, si vous avez moins de 20 travailleurs, moi, je vous dirais, commencez à faire votre identification des risques. Vous prenez donc chacun des risques qu'on vous a présentés. Allez-y par priorité en fonction de vos statistiques d'événements accidentels. Si vous dites, ben chez nous, là, il n'y en a pas d'accident. Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Donc, regardez du côté des plaintes ou à ce moment-là, regardez par il n'y en a pas d'accident, mais il y a eu des oufs, il y a eu des passés proches où ça pourrait arriver. Donc, allez-y de cette façon-là. Puis, chose certaine, en tout cas pour les risques psychosociaux, les risques psychiques, à tout le moins, là, en ce qui concerne la politique de harcèlement psychologique, ça, c'est de vous y mettre dès maintenant si ce n'est déjà fait. Mais oui, commencez maintenant parce que ça va être beaucoup plus facile par la suite. Et dans le cadre de cette loi-là, demande une personne, est-ce que tout ce qui va être produit à l'intérieur de l'organisation, est-ce que ça doit être communiqué, envoyé à la SNEST ou ça demeure à l'interne? En fait, ce qui va être demandé, c'est pour les organisations qui comptent 20 travailleurs et plus, puis qui auront un programme de prévention. La CNESST demande que le programme de prévention lui soit acheminé aux 300 sur les mécanismes de prévention et de participation. Pour le moment, non, ça reste, c'est pour vous. Si un inspecteur de la CNESST, par contre, intervient au sein de votre organisation, ben, assurez-vous d'avoir à portée de main là, la documentation qui est demandée, à savoir votre identification des risques, si vous avez moins de 20 travailleurs, puis votre identification et analyse de risques, si vous avez 20 travailleurs et plus. Merci. Une personne demande aussi pour les gabarits, pour la concession de documents. Vous avez parlé là, de ces diapos là, que vous avez incluses. Là. Il y a des guides aussi qui sont produits au fur et à mesure par la SNEST. Là, je crois que ça a eu une réponse. Il y a une organisation qui demande, nous, on a un représentant en santé et sécurité, pardon. Est-ce que cette personne-là doit nécessairement faire partie du CSS? Oui, elle en fait partie d'office. OK. Je vais la prendre telle quelle. Vous dites qu'il faut un représentant des travailleurs et travailleuses et un représentant des employeurs sur le C3S. C'est bien ça que vous avez dit? En fait, sur le comité de santé et sécurité, le comité de santé et sécurité doit être paritaire. Donc, il doit y avoir au moins un représentant des travailleurs, puis un représentant de l'employeur. OK. Il y a une question, il y a eu une réponse pour cette question-là par rapport à la participation ou non de l'employeur. Donc, on pense à la direction générale, mais là, c'est une question de ma part. Est-ce que la direction générale peut demander d'être informée de ce qui se discute à l'intérieur de ce comité-là? Ou d'autres personnes, le personnel cadre là, qui ne peut pas faire partie du C3S, est-ce qu'il peut exiger d'être informé de tout ce qui se dit dans le cadre de ces rencontres? En fait,
Absolument, parce que le rôle du comité de santé et sécurité, c'est d'identifier les risques, puis de mettre en place, de voir comment on peut les prévenir, ces risques-là. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, la prise en charge de la santé et sécurité, hein, elle appartient à l'employeur. Donc, l'employeur doit être justement informé de ce que le comité fait, dans un but de prévention, là. S'informer, bien, qu'est-ce qu'on met en place, est-ce que, puis éventuellement, justement, les moyens de prévention qui sont proposés au sein du comité de santé et sécurité, bien, l'employeur, il doit se questionner si ça génère des coûts, bien, pourquoi on doit dépenser pour tel équipement. Donc, c'est important que la direction soit informée du pourquoi, des moyens qui sont mis en place, pour justement par la suite voir la nécessité d'avoir des sous qui sont octroyés là, aux différents projets de prévention. Donc, même en fait, c'est que le comité de santé et sécurité doit informer la direction du plan d'action ou du programme de prévention. Je veux dire plus programme de prévention parce que ceux qui ont un plan d'action à faire, ils n'ont pas de comité de santé et sécurité nécessairement, là, mais donc, c'est ça. Il faut vraiment que ceux qui ont un comité de santé et sécurité informent la direction de ce qu'ils font. Donc, c'est pas des choses, on n'est pas dans les relations de travail, là, on est vraiment en santé et sécurité, c'est pas des choses qui se font là, sans que la direction soit au courant. Tout ça doit se faire dans la collaboration, dans un objectif commun de prévenir les événements accidentels. OK, parfait, merci. Une personne demande aussi si les outils qui sont produits par la STAS ou la SNES, est-ce qu'il y a des versions anglophones? Très peu. Je vous dirais qu'à 99 là, c'est francophone. On en a fait à la STAS, mais c'était vraiment pour des besoins bien, bien, bien précis. Donc, c'est en français. Pour l'essentiel, OK. Ouais. Puis, est-ce qu'on peut espérer, je vous lance un mandat comme ça, parce que je trouve que la question est pertinente, est-ce que la STAS pourrait éventuellement, quand les choses vont se clarifier, avoir un guide entourant cette loi-là pour les organismes communautaires? Pour les organismes communautaires, bien, en fait, nous, à la STAS, c'est certain qu'on va avoir des différents outils, justement, qui vont vous aider, là, plus pour les petites organisations, à faire l'identification des risques, à faire l'analyse de risques. Donc, des outils qui vont vous être peut-être, je dirais, plus facilement accessibles là, par rapport à l'exemple qu'on vous a mis dans la présentation là, sur l'identification et l'analyse de risque. Spécifique aux organismes communautaires, je ne m'avancerai pas à dire oui par rapport aux organismes communautaires en particulier. On aimerait bien ça, honnêtement. C'est sûr qu'il y a un enjeu de ressources aussi à la STAS là, pour le moment, mais nous, ce qu'on souhaite avant tout, c'est de dire, compte tenu que la loi elle est faite en fonction de moins de 20 travailleurs, puis 20 travailleurs et plus, regardez comment on peut accompagner les organisations pour la mise en place de la LMR-SST en fonction de la distinction du nombre de travailleurs. Parce que ce qui est demandé, les obligations sont en lien avec le nombre de travailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on va plus y aller en disant, bon, ben vous avez moins de 20 travailleurs, vous devez faire une identification des risques. Bon, comment on peut faire ça? Donc, éventuellement, oui, il pourra y avoir soit des fiches sur notre site Internet, soit des guides, soit d'autres webconférences. C'est sûr que nous, on va continuer là, à offrir des services dans ce sens-là. Okay, merci. Il y a une personne qui demande là, pour ce qui est du le CSS, je dis le C3S, non, le CSS. Est-ce que c'est quoi la parité, l'employeur, employé, comment c'est constitué exactement?
En fait, c'est ça, c'est vraiment le nombre est déterminé par entente au sein des membres. Puis comme je disais tantôt, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un nombre égal de représentants d'employeurs et de représentants des travailleurs. Vous pourriez avoir un représentant de l'employeur, puis 3 représentants des travailleurs. Donc, quand on dit paritaire, ça ne veut pas dire nombre égal. Ça veut dire qu'on doit avoir au moins un représentant de chacun. OK, parfait. C'était beaucoup de questions très pertinentes. Merci beaucoup aux gens qui ont participé activement là, à cette foire à questions.